Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour écouter ma présentation de l'école de photographie des Kharkiv. Alors en effet, l'école de photographie des Kharkiv occupe une place toute particulière dans l'histoire de l'art ukrainien. Phénomène unique dans le paysage de la photographie soviétique durant la période tardive de l'histoire de l'URSS, de par de son ampleur, sa portée et son influence, il ne peut se comparer qu'avec la photographie des pays baltes et notamment avec les activités de la Société photographique de Lituanie. Avant de me lancer dans le cœur de mon sujet d'aujourd'hui, je voudrais m'attarder quelques instants sur le contexte de la ville de Kharkiv, qui est absolument déterminant pour comprendre ces phénomènes artistiques. En 1919, après que les bolcheviks ont occupé une partie de l'Ukraine, et tandis que Kiev s'est trouvé en plein milieu de la guerre, Kharkiv s'est vu attribuer la fonction de la première capitale de l'Ukraine soviétique et garder ce titre jusqu'à 1934. Au cours des années, cette ville, qui se trouvait auparavant plutôt sur les marges de la vie intellectuelle et artistique de l'Empire russe, a connu un moment d'épanouissement culturel très important. À partir de 1923, plusieurs groupes littéraires sont créés à Kharkiv. Entre 1925 et 1928, les écrivains participent à la célèbre discussion littéraire, un événement charnière dans l'histoire intellectuelle ukrainienne qui a soulevé non seulement les questions des tâches de la nouvelle littérature ukrainienne, mais aussi les problématiques fondamentales pour l'avenir de l'Ukraine en tant que nation moderne. Ses relations avec la Russie et l'Europe, son droit d'exister et les questions identitaires. En 1926, Les Kurbas, metteur en scène, théoricien du théâtre, dramaturge et publiciste, transfère son théâtre expérimental et d'avant-garde de Bérézil depuis Kiev à Kharkiv, où il collabore étroitement, notamment avec Vadim Meller. Artiste cubo-futuriste, il crée pour le spectacle de Bérézil les décors dans l'esprit résolument moderne, selon le principe de la synthèse des arts. Plusieurs revues littéraires ont été fondées à Kharkiv à la fin des années 1920, notamment la revue Almanach Foire littéraire, qui a publié les textes des écrivains les plus importants de la décennie, ainsi que la revue des futuristes ukrainiens Nova Generatia, Nouvelle Génération, qui est devenue un des derniers espaces de liberté pour les idées d'avant-garde aussi bien ukrainiens que russes. Par exemple, lorsque Kazimir Malevich est tombé en disgrâce auprès des autorités, la Nouvelle Génération était la seule revue qui continuait à publier ces textes. Parmi les artistes avant-gardistes qui ont travaillé à Kharkiv dans les années 1910 et 1920, Vassil Yermilov occupe une place des premiers plans. Membre de nombreux groupes artistiques, Lune Bleue, Boudiak, Union des Sept, Association d'art révolutionnaire d'Ukraine, il s'est illustré aussi bien dans la peinture que dans le design industriel et la réalisation des monumentales commandes publiques. Vassil Yermilov est un des rares représentants de cette génération que le publiciste polonais Jerzy Giedroyc a appelé la Renaissance fusillée, qui a survécu les répressions staliniennes de l'intelligentsia ukrainienne. Après la mort de Staline et par la suite du dégel de Khrouchtchev, Vassil Yermilov a été autorisé à prodiguer des enseignements à l'Institut des Arts à Kharkiv entre 1963 et 1967. Pourtant, les œuvres de sa jeunesse largement détruites, tout comme sa période du cubisme, du constructivisme et du néoprimitivisme, sont restées dans un passé lointain et inaccessible. S'il n'est pas entièrement effacé, Kharkiv n'a gardé le mémoire concernant cette période bouillonnante de l'avant-garde historique. Il n'a gardé qu'une mémoire vague et imprécise de cette période. Nous savons cependant aujourd'hui que certains liens ont tout de même été maintenus entre la génération des artistes exaltés par les idées révolutionnaires
et celle qui a émergé au milieu des années 1960 dans le contexte tout différent des crises de l'utopie, à la suite des purges staliniennes, de la dénonciation du culte des personnalités et l'échec du communisme avec le visage humain à la suite de l'invasion soviétique de Tchécoslovaquie en 1968. Ces liens entre les générations ont pu être maintenus notamment grâce aux studios et les clubs des amateurs des diverses activités artistiques qui ont fleuri partout en Union soviétique à partir du milieu des années 1960. Il était établi que certains représentants de la première génération de la future école de photographie de Kharkiv, et notamment Boris Mikhailov, Oleg Molovanny et Alexandre Suproun, ont étudié la photographie dans un studio de Volodymyr Grigorov, lui-même élève des avant-gardistes Vassily Yermilov et Boris Kosarev. C'est précisément et paradoxalement le club de photographie tout à fait officiel qui a favorisé la rencontre des membres du groupe fondateur de l'école de photographie de Kharkiv, Vremya, le temps. Les 8 membres du groupe dont les noms sont affichés sur la diapositive se sont réunis vers 1972 sur la base du refus de suivre l'orientation générale du club de photographie, à savoir, selon eux, les tentatives vouées à l'échec de l'amélioration technique des tirages photographiques forcément de mauvaise qualité, en raison du sous-développement de l'industrie photographique en Union soviétique, en raison des pénuries constantes de l'équipement et des matériaux nécessaires. Cette position négative du groupe Vremya, Boris Mikhailov parle de l'esthétique négative, s'appliquait également aux dogmes de la photographie officielle. Ces dogmes ont été largement relayés et réitérés sans cesse par la critique officielle, notamment sur les pages de la seule revue consacrée à la photographie en Union soviétique, Sovietskaya Photo. L'une des idées reproduites comme un fait incontestable consistait en reconnaissance du photoreportage comme étant la pratique principale, prioritaire de la photographie, départ de son utilité sociale unique. En tant que le sommet de la photographie, tout aussi des points de vue techniques qu'idéologiques, la photographie de reportage devait servir également comme modèle pour toute pratique photographique, et notamment pour la photographie d'amateur. À ce discours normatif s'ajoute l'affirmation de la transparence absolue du médium photographique, son caractère du document véridique et fiable. Je vous présente ici l'un de ces nombreux articles qui apparaissaient d'un numéro à l'autre de Sovietskaya Photo, signés par différents noms, mais dont les propos, voire les tournures des phrases ont été tellement identiques qu'on aurait pu croire que ces textes ont été écrits par les mêmes personnes. L'article en question a été publié dans le numéro 7 de l'année 1967. Il porte le titre « Sur le contenu de la photographie du reportage » et voici son passage clé. Une photo pour la presse et surtout pour les journaux est un reflet objectif et fidèle de la réalité. C'est un enregistrement précis et le plus complet des faits réels. Caractéristique spécifique d'une telle image est le caractère documentaire, l'authenticité absolue du fait, de l'événement ou du phénomène représenté qui élimine tout doute sur l'authenticité de l'image photographique. Ce dogme absolu a une forte charge politique, bien évidemment, puisque nous annonçons que toutes ces images du bonheur des travailleurs et des paysans reflètent la situation actuelle de la société soviétique, alors qu'elles sont entièrement orchestrées, mises en scène et retouchées par les photographes. En lumière de ces faits, il est plus facile à comprendre pourquoi les recherches formelles et esthétiques dans le domaine de la photographie étaient considérées avec la plus grande méfiance, voire le mépris, par la critique officielle, et que les expérimentations les plus radicales ont été traitées comme relevant de l'ignoble formalisme. Les membres du groupe Vremya se sont formés eux-mêmes dans le milieu de la photographie amateur. Ils ont pris un contre-pied avec les doctrines, les dogmes et les interdictions de la photographie officielle, quoique d'une radicalité inégale.
Au début des années 1960, les membres du groupe se sont opposés à l'inertie et à l'immobilité des formes de la photographie officielle en développant la théorie des coups de poing, selon laquelle la photographie devait frapper le spectateur dans le visage, le déstabiliser et le forcer notamment à se poser la question sur la nature de l'image qu'il observait. En 1974, Alexandre Soproun, ingénieur de formation, comme d'ailleurs presque tous les membres du groupe Freema, trouve une technique à laquelle il va pleinement se consacrer par la suite, le photocollage hyper réaliste. Dans ces collages, comme celui que vous voyez sur l'écran, il accorde une attention particulière au type populaire, exploitant souvent le thème cher pour la culture traditionnelle ukrainienne, celui de la foire. Pensez par exemple à la foire des Sorochintsy de Mykola Gogol. Le marché, dans le sens plus global, est chargé de significations très intenses, repris dans toutes les cultures du monde. C'est l'endroit où la civilisation naît grâce aux échanges marchands et par extension interculturelle. Pour les Ukrainiens, privés du droit à l'autodéfinition nationale au temps stalinien et plus tôt, sous les empires russes et austro-hongroises, le marché qui a sauvegardé les traditions depuis le Moyen-Âge constitue un lieu de mémoire qui relie cette nation à ses ancêtres. Photographié avec une caméra cachée et depuis un point de vue bas, celui d'un enfant, Alexandre Soproun investit ses personnages avec une importante monumentalité, tout en créant un effet d'isolement et de répétition impersonnelle sur le fond d'un ciel dramatique. Ici, dans le photocollage Les œufs, daté de 1986, le vieillard contemple avec douleur et nostalgie son caisson d'œufs, tandis qu'au fond, une rangée uniforme des bâtiments d'habitation clôt l'horizon. Les personnages au second plan semblent errer, dépossédés d'une trajectoire ou d'un but déterminé, perdus dans les enceintes de la grande ville. Le sentiment de la menace créé par des cieux toujours orageux et turbulents, le cadrage très serré, évoquant le sentiment claustrophobe et l'utilisation hyperréaliste du photomontage qui trouble la compréhension de la nature de l'image, perturbe la vision de bonheur et d'abondance des foires populaires. En effet, né dans une petite ville dans la région de Kharkiv, Alexandre Soproun traite avec une délicatesse les conséquences sociales et psychologiques d'une urbanisation forcée. Pourtant, ce ne sont pas les photomontages représentant les vieillards et les enfants perdus dans les grandes villes qui lui ont fait gagner une grande notoriété à Kharkiv, en Union soviétique et ailleurs. Tandis que la censure soviétique était réticente même pour exposer ce genre de photocollages tout à fait anodins avec les muguets dans la forêt, Soproun a réussi de l'exposer à l'étranger à travers notamment le réseau de la Fédération internationale de l'art photographique en gagnant une multiple des prix, des diplômes et des médailles. Ce qui attirait particulièrement le public dans cette image était son caractère énigmatique, sa nature incompréhensible de premier abord, les rapports des échelles infrancs entre les objets, une beauté de la nature troublante. Alors qu'Alexandre Soproun fait usage du photomontage afin d'amplifier les qualités de ce monde-là, Oleg Malovanny, son collègue, utilise le même procédé afin d'inventer de nouveaux mondes. Avec le but de soustraire ces personnages à toute influence idéologique, il s'adresse au topos du désert dans cette série de photocollages en noir et blanc qu'il crée en 1976. L'effet du désert est accru ici à travers l'utilisation d'un appareil photographique Gorizont, très populaire à l'école de photographie de Kharkiv, qui crée l'impression d'une vue prise à l'échelle planétaire. Elle renforce le sentiment de solitude et de désarroi des figures nues, assis, frissonnées directement par terre. C'est l'homme perdu et sans certitude qui intéresse Malovany, dépourvu des bravures et des pompes, nu, seul face à un univers hostile.
Le rêve et le fantastique, en tant que moyen d'échapper à la réalité schizophrénique, conquirent toute cette génération de photographes qui lisaient les romans des frères Strugatsky, qui éprouvaient l'horreur devant la menace de la guerre nucléaire et la détériorisation écologique. Employé comme photographe à l'Institut des sciences du sol, Oleg Malovany mène parallèlement à son travail officiel une pratique de la photographie créatrice en employant une multitude de techniques spéciales qu'il invente ou adapte de façon extrêmement savante lui-même. Ainsi, l'image que vous voyez sur l'écran était réalisée à l'aide d'une technique d'équidensité en couleur, initialement développée pour les besoins de la photographie des sciences, et notamment des topographies, des radiographies et astronomie. Ces photographies en couleur vives et intenses, une rareté dans l'univers visuel soviétique, exigeaient de la part de l'auteur une connaissance et maîtrise technique accrue, ainsi qu'une méticulosité et le temps de production très important. Ces œuvres complètement bannies de l'espace des visibilités publiques sont marquées par les expérimentations formelles et techniques avec la matière photographique, mais aussi par l'usage systématique et extensif de la nudité, ce qui a causé à partir de 1976 l'interdiction officieuse mais effective d'expédition des photographies de Malovany à l'étranger. En effet, la photographie de nu est un autre fruit interdit de la photographie soviétique. Faisant partie des 3 tabous absolus, au même titre que la captation des objets d'infrastructures sensibles à l'instar des installations militaires, ainsi que la production des images pouvant dénigrer le système soviétique, toute représentation de nudité était potentiellement considérée comme relevant de la pornographie et à ce titre pouvait être jugée pénalement. Il est d'autant plus révélateur qu'à l'école de photographie de Kharkiv, les nus occupent une place très importante. Si dans la pratique d'Oleg Malovany, les corps nus portent une valeur plutôt métaphorique, de l'humanité fragile et sans défense, mais aussi reflète la quête de l'auteur d'incarnation d'une certaine idée de beauté transmise par les formes du corps féminin. Pour Boris Mikhaïlov, la nudité en photographie a permis tout autant de franchir l'interdiction que de répondre à la recherche de l'expression d'une intimité exclue de l'univers régi par l'uniformisation collective de la société soviétique. Dans ces séries des années 1960 et 1970, il place ses modèles, amis et amantes, aussi bien dans le contexte intime et privé des habitations soviétiques que dans les espaces extérieurs, urbains et bucoliques, interrogeant aussi l'opposition mécanique et manichéenne entre le domaine privé et public. Mikhaïlov est une figure absolument centrale pour l'école de photographie de Kharkiv, mais aussi pour la photographie contemporaine au sens beaucoup plus large. À Kharkiv, il a développé une multitude de méthodes et des approches qui ont été reprises et repensées par la suite par ses collègues. Il a ainsi découvert un procédé qui sera très repris au sein de cette communauté des photographes, à savoir la superposition des diapositives en couleur, qui était nommée les sandwichs. Le principe même des superpositions des photographies n'est pas nouveau pour l'histoire de la photographie. Cet effet était ordinairement atteint par la technique de la double exposition. Pour réaliser les images en double exposition, on prenait les photographies sur le même cadre de la pellicule en noir et blanc. À l'inverse des doubles expositions, la technique des sandwichs permettait à son auteur de voir directement le résultat des superpositions à l'avance. Les cadres ici sont pris sur la pellicule qui est cette fois-ci en couleur et surtout positive. Ensuite, l'artiste procède par un jeu de combinaisons selon le but qu'il poursuit et selon l'esthétique à laquelle il adhère. Chez Boris Mikhaïlov, les corps se dissipent dans des objets des situations les plus banales, créant à la fois un effet d'absurdité, d'incongruité, ainsi qu'une reconnaissance d'une expérience de la vie soviétique tangible et corporelle.
On y retrouve des références à l'iconographie soviétique traditionnelle, à travers notamment l'opposition ici entre le corps dressé dans l'élan sportif et le corps privé dans des situations les plus intimes. Le nu se manifeste ici dans les moments de la vie les plus inattendus et les plus intimes, tandis que la présence de la foule s'imprimant sur ces corps suggère qu'ils ne sont jamais ni neutres, ni apolitiques. Dans les sandwichs de Mikhaïlov, la nudité comme expression de tout ce qui est le plus personnel et le plus intime a pu ainsi relever les absurdités du quotidien au niveau de toute la société. Selon l'expression du philosophe Hélène Petrovsky, les sandwichs fonctionnent comme une vague de mémoire, engageant tous les sens du spectateur par analogie avec l'expérience filmique totale. Une autre méthode développée par Mikhaïlov dans les années 1970 à Kharkiv et qui est devenue véritablement virale dans la communauté de ses collègues est l'appropriation de sa pratique personnelle de l'esthétique populaire, c'est-à-dire l'exploitation du kitsch soviétique. Tel est le propos de la série Luriki, dont le titre renvoie à l'esthétique de l'imagerie populaire soviétique. Nous pouvons encore aujourd'hui retrouver dans les maisons les plus éloignées des villages se trouvant sur les anciens territoires de l'Union soviétique les grands portraits photographiques coloriés manuellement, montés sous les cadres et affichés sur les murs. Il s'agit de Luriki, les portraits produits de façon artisanale, souterraine, mais plutôt centralisés par les photographes et les artistes, souvent dans les grandes villes de l'Union soviétique. Kharkiv de l'époque était l'un des centres de production de ces Luriki et précisément plusieurs représentants de l'école de Kharkiv participaient à cette photographie, à la production de cette photographie commerciale et vernaculaire aux couleurs criardes et d'une esthétique kitsch très prononcée. C'est Boris Mikhaïlov qui a imprimé à reconsidérer cette esthétique dans les termes d'un projet artistique. Ces composants, récupération de la photographie anonyme, coloration des photographies en teintes éclatantes, appropriation de l'iconographie vernaculaire, seront réexaminés dans les projets d'autres photographes de l'école de Kharkiv par la suite. De façon la plus persistante, la coloration à la main des photographies est reprise dès la fin des années 1970 par Viktor Kochitov, qui, de concert avec son fils, Sergei Kochitov, exploite la manière imprécise, amateur, voire infantile de colorier les photographies qui relèvent aussi bien des usages familiaux que professionnels. L'un des rares photographes de profession parmi les membres de la communauté de Kharkiv, Viktor Kochitov travaille pendant plusieurs années pour la direction des chemins de fer méridional. Il voyage énormément alors à travers toute l'Union soviétique et remploie les photographies prises dans le cadre de ses missions pour sa pratique photographique privée. Pour Kochitov, la coloration est devenue la méthode de travail principale, permettant de travestir le quotidien gris et monotone de la société soviétique tardive. Les photographies documentaires coloriées selon cette technique adoptent alors dans la pratique de Kochitov les qualités carnavalesques. Viktor Kochitov occupe une place transitoire entre deux générations de l'école de Kharkiv. Il est notable qu'il est la personne qui a documenté l'événement charnière de l'histoire de cette école, l'ouverture de l'exposition de groupe Vremya au Palais de culture des scientifiques à Kharkiv en 1983. Pendant cet événement, l'un des organisateurs principaux du groupe, Yuri Rupin, a présenté pour la première fois publiquement les principes de la théorie des coups de poing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Même si l'exposition était fermée par la censure soviétique le soir même, les photographies de Kochitov permettent de constater la présence en salle de plusieurs personnes qui feront partie de la seconde génération de l'école de photographie de Kharkiv. Cet événement est précisément majeur car il illustre avec toute évidence le contact et la communication entre deux générations de photographes. Et c'est à partir de ce moment-là, depuis que les jeunes photographes, durant les années 1980, reprennent
les méthodes ou renvoient vigoureusement à l'esthétique développée par leurs prédécesseurs que l'utilisation de la notion de l'école devient tout à fait légitime. Même si Sergueï Solonski réalise ses séries les plus marquantes au cours des années 1990, il est déjà présent parmi le public de l'exposition de 1983 et participe dans la communauté des photographes tout au long des années 1980. Il subit alors une influence déterminante des photocollages d'Alexandre Souproun, que nous avons vu tout à l'heure. Il tente sans cesse d'améliorer sa technique, notamment lisser les transitions entre les éléments afin d'atteindre un niveau supérieur de l'effet époustouflant du réalisme. Au milieu des années 1990, il réalise plusieurs séries photographiques dans la profonde solitude de son laboratoire, à partir de photographies le plus souvent de lui-même ou parfois de ses modèles. Ici, vous voyez quelques images qui font partie d'une large série intitulée Le Bestiaire. L'aspect inquiétant et fantastique des créatures qu'il produit avec les moyens de la photographie correspond à l'état de désarroi et de la solitude qu'il ressent à ces moments économiquement et idéologiquement très difficiles pour l'Ukraine dans les années 1990. Le côté artisanal de ces objets photographiques est alors primordial. Le professionnalisme et la prise en main des processus chimiques et physiques importent plus que tout et il travaille sans relâche à perfectionner différentes techniques de prise de vue. On y reconnaît d'emblée l'esprit qui guidait la plupart des membres du groupe Frema, la génération qui a introduit la pratique de la photographie complexe et formaliste 2 décennies auparavant. Roman Piatkovka, tout comme Sergueï Solonski, a repris à son compte les recherches formelles amorcées par le groupe Frema. Il revendique en même temps une position sociale forte et se présente volontiers en tant qu'élève de Boris Mikhailov. Il fait appel très largement à la représentation de la nudité, reprend la méthode de superposition, coloration des tirages et d'autres interventions invasives dans la matière de la photographie. Il utilise l'esthétique kitsch et traite les questions taboues de la société pudique et hypocrite soviétique comme l'amour lesbienne ou les conditions extrêmement austères des maternités soviétiques. À propos de cette série, Piatkovka utilise la notion de reportage subjectif et insiste sur sa volonté de transmettre au spectateur l'expérience sensible qu'il éprouvait en photographiant la vie de cet hôpital. Je vous cite son témoignage. « J'ai eu beaucoup de mal à pénétrer dans cet hôpital. On n'avait pas le droit de photographier dans les maternités. J'ai eu une occasion, une fois, et j'ai sauté dessus. J'ai photographié cette maternité pendant 3 jours avec un assistant et 3 caméras. Mais quand j'ai commencé à tirer les photos, j'ai compris que cela ne me suffisait pas. La photographie directe ne reflétait pas le sentiment qui m'inspirait cette terrible maternité soviétique où l'iode était le seul antiseptique, l'eau de Javel le seul détergent, où il faisait 14 degrés dans les salles d'accouchement, où il y avait 3-4 lits occupés par des femmes accouchant simultanément. Qui plus est, j'ai photographié la section des pathologies, où les jambes internes s'évanouissaient. La photographie pure ne pouvait pas transmettre tout cela. Cette peur, cette douleur, l'odeur de l'eau de Javel, les murs bleus, le froid. J'ai réalisé que je devais transformer tout cela et j'ai commencé à détériorer la qualité, à tenter les photographies, à mal les imprimer. Pendant l'impression, je décalais les images afin de les rendre flues car mes mains tremblaient. C'était un reportage subjectif. Au cours des années 1980, en parallèle avec l'émergence de la nouvelle génération des photographes de la ville, plusieurs représentants de l'ancienne génération continuent à développer leurs pratiques photographiques. C'est le cas notamment de Yevgeny Pavlov, l'un des membres fondateurs du groupe Frema, qui a créé en 1972 une série photographique devenue très influente dans le milieu des photographes de la ville. Intitulée Violon,
ces projets transgressent de nombreux interdits de la société soviétique de l'époque, comme la représentation de la nudité masculine, ainsi que la présentation d'une sous-culture de jeunes citoyens soviétiques influencés par la culture occidentale, à savoir les hippies. Les œuvres réalisées par Evgeny Pavlov à partir de la deuxième moitié des années 1980 contiennent non seulement les éléments photographiques, mais également les traces d'autres gestes picturaux extra-photographiques. Les dessins, les grattages, les ratures, les soulignements, les coups de peinture. La notion du montage est peut-être inadéquate pour désigner ce type de production visuellement riche, complexe et exubérante. Il faudrait presque parler d'assemblage, quoique bidimensionnel. L'auteur lui-même pourtant utilise le mot montage, mais il faut tout de même insister sur le sens très large, amené à sa limite extrême, que la notion de montage adopte ici. Comportant des matériaux visuels disparates et hétérogènes, ces images fonctionnent tout de même de façon harmonieuse. Et ceci grâce à l'effort qu'accomplit l'auteur pour atténuer les contradictions et rendre la surface homogène. Ainsi, dans le montage que vous voyez ici, La nuit ukrainienne, dont le titre renvoie encore une fois à l'univers créé par Mykola Gogol, le dessin et la photographie, la technique manuelle et la technique automatique, se marient dans des compositions qui renvoient au domaine des rêves, des fantaisies et des mémoires lointaines. À la différence de Evgeny Pavlov, de Sergei Solonsky et de Roman Piatkovka, les membres d'un autre groupe qui a été formé en 1986 à Kharkiv par 8 photographes déclarent une volonté résolue à rompre avec les principes de la photographie complexe du groupe Frimer de la génération précédente. Intitulé Gazprom, comme l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville, des styles constructivistes bâtis dans les années 1930, alors que Kharkiv était encore la capitale ukrainienne, ces membres prônent, selon l'expression de Misha Pedan, l'un des représentants de ces groupes, l'esthétique de la photographie grise, plate et inutile. Dans les déclarations de certains membres du groupe, on retrouve même une tentative d'appliquer l'éthique classique de la photographie pure, qui consiste à une non-ingérence totale du photographe, aussi bien sur la pellicule en cours de développement que sur les épreuves imprimées. Il est tout de même opportun de remarquer que cette réaction radicale de la jeune génération coïncide dans le temps avec le changement de l'orientation que prend la pratique photographique de Boris Mikhailov, dont l'exemple nous pouvons voir dans son célèbre dissertation inachevée. Selon Mikhailov lui-même, à cette époque, la belle photographie documentaire l'opprimait pas moins que la photographie documentaire de ce qui est beau. Il pousse alors la logique de produire une photographie anonyme, grise, dépourvue de qualités esthétiques, afin de s'opposer à la fois à l'attraction de la beauté de la culture officielle et de la pratique de photographie amateur de la décennie précédente. Afin de contrecarrer cette beauté omniprésente et hypocrite, il propose la photographie grise, ratée et de mauvaise qualité, qui a pour but de correspondre parfaitement à la réalité qui, elle, à son tour, est tout aussi ratée, de mauvaise qualité et grise. Mikhailov demeure une figure d'autorité aussi bien pour la génération des photographes de Kharkiv dans les années 1980 que pour la toute nouvelle troisième génération qui émerge dans les années 2000 à Kharkiv, une ville de l'Ukraine devenue un État indépendant en 1991. En 2013, alors que Boris Mikhailov a déjà reçu le prix Hasselblad, qu'il est devenu une célébrité mondiale et que l'existence d'une école photographique constitue un fait indéniable à Kharkiv, le groupe des jeunes photographes Chilo, composé de 3 membres, Vladislav Krasnochok, Sergei Lebedinsky et Vadim Trikoz, s'approprient du livre de référence de Mikhailov et collent leur propre photographie à l'intérieur.
Tandis que certains textes de Mikhailov restent visibles, quelques pages sont recouvertes complètement par les nouvelles photographies de telle façon que seules des marges très étroites restent à disposition de nouveaux auteurs pour pouvoir écrire leurs propres textes. Le geste effectué ici est placé sous le signe de l'ambiguïté. Bien que les artistes avancent qu'il s'agit d'une expression de respect et d'une tentative d'entreprendre un dialogue intergénérationnel, celui-ci n'est pas exempt d'un esprit ludique et sournois. Il s'agit en effet, et en premier lieu, d'une action très efficace pour qui souhaite s'introduire dans une tradition. Ce geste permet également de réanimer l'école à laquelle il déclare appartenir. En effet, au cours des années 1990, les représentants majeurs de l'école de Kharkiv ont quitté la ville pour partir s'installer à l'étranger. Misha Pedan est parti à Stockholm, Gennady Maslov s'est installé aux États-Unis, Leonid Pessin a émigré en Australie, Sergei Bratkov s'est établi à Moscou. Enfin, Boris Mikhailov, profitant d'une bourse d'AAD, est retourné à Berlin entre 1997 et 1998, où il vit encore aujourd'hui. Mis à part le projet controversé du groupe Chilo, la scène photographique de Kharkiv n'a plus connu aucun soubresaut depuis le début des années 2000. L'esprit donc ludique et la moquerie reconnaissable d'emblée dans la dissertation achevée correspondent parfaitement à l'esprit général de l'école, son goût manifeste pour l'ironie, la parodie et le pastiche. Si la troisième génération travaille avec une certaine tradition artistique dans laquelle elle s'inscrit, elle porte également une attention toute particulière à l'héritage pesant et ambigu du système soviétique en Ukraine. Vladislav Krasnochok, médecin de profession, documente la vie de l'un des endroits les plus sinistres de la ville, à savoir les urgences de l'hôpital, où il travaillait en tant que chirurgien pendant 8 ans. Les images qu'il produit portent toujours un aspect vieilli. Cet effet est atteint grâce au traitement particulier lors du développement de la photographie qui s'appelle lit print, ainsi que l'usage qu'il fait de l'ancien papier photographique produit encore à l'époque de l'Union soviétique. Malgré cet aspect hors du temps, ces photographies traitent les sujets de l'actualité véritablement brûlante, qui est ici les conditions difficiles du travail des médecins aux urgences dans les hôpitaux publics en Ukraine contemporaine. Tout aussi brûlant était le sujet de l'Euromaïdan, les événements révolutionnaires du soulèvement populaire sur la place principale de Kiev en hiver de 2013-2014, où les dizaines de milliers de personnes ont sorti pour protester contre les décisions du président Yanukovych. Ces événements ont amené à l'exil le président qui a ordonné de tirer sur les manifestants pacifiques et ont été suivis par l'annexion de Crimée par la Fédération de Russie et le déploiement de la guerre dans le Donbass. Dans le cadre du reportage photographique, les photographes du groupe Chilo emploient alors ces mêmes procédés, lit print, qui rendra leur photographie immédiatement reconnaissable et deviendra leur carte de visite. Relevant de la technologie de la photographie analogique, l'aspect vieilli de cette photographie brouille pour le spectateur les repères chronologiques concernant les événements représentés. Cette même technologie rend impossible l'immédiateté des captations de l'image nécessaire et chère pour la photographie de reportage. Tout comme leurs prédécesseurs, les membres du groupe Chilo rompent avec les conventions des usages de la photographie en investissant leurs clichés d'un vécu tangible et personnel de ces actualités. Tout comme d'autres membres de l'école de photographie de Kharkiv, le groupe Chilo prône une photographie d'auteur résolument subjective. Et je vais m'arrêter sur cette belle image pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez.